Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qu'on va animer ensemble aujourd'hui avec Rémi, associé chez Foglove, expert SEO depuis 20 ans, sur le sujet des refontes et des migrations en SEO et un certain nombre de questions spécifiques qui vont être traitées autour du sujet Shopify. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre quelques minutes que l'ensemble des personnes qui se sont inscrites puissent se connecter et on va très vite démarrer. Pendant le webinaire, il ne faut surtout pas hésiter à nous poser des questions. L'idée étant que un maximum de sujets qui vous tiennent à cœur puissent être traités. Et donc, n'hésitez pas, les questions nous remonteront et on essaiera d'en traiter un maximum pendant la durée de cette présentation. On attend encore, je pense, 2 minutes avant de démarrer et on va s'y mettre très rapidement. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. C'est parti. C'est parti. Bon, alors bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme je le disais il y a quelques minutes, on démarre un webinaire aujourd'hui consacré au SEO dans le contexte d'une refonte de site ou d'une migration de site, avec également un certain nombre de tips spécifiquement dédiés au sujet Shopify. On est ravis de vous accueillir ce matin et on espère que vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ce webinaire. Évidemment, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous aurez. Et puis, voilà, on peut démarrer. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas directement, on a prévu simplement 2 petites slides pour nous représenter. Pour ma part, je suis Olivier Job, je suis le cofondateur et le président de Foglove. Et je suis aujourd'hui accompagné par Rémi Blanchard, qui est expert SEO depuis 20 ans et qui est également associé chez Foglove. Foglove, on est une agence SEO avec une structure un peu spécifique. L'ensemble des consultants qu'on recrute ont tous au minimum 6 années d'expérience en SEO, sont tous donc des consultants seniors. On va travailler avec chacun de nos clients dans une organisation où chaque client sera accompagné par un interlocuteur direct qui est directement un expert SEO. Il n'y a pas chez nous de rôle de type chef de projet, c'est directement les consultants qui sont en contact des clients. Notre métier, de manière générale, va être de définir des plans d'action qui vont être priorisés pour faciliter la mise en œuvre des projets SEO que vous allez avoir à mener. Aujourd'hui, on va parler évidemment de projets de refonte, mais ça peut évidemment concerner des projets d'optimisation continue SEO de votre site. Dans l'essentiel des cas, on va travailler sur des modes forfaits,
le consultant va être joignable autant que nécessaire pour s'assurer que la mise en œuvre soit correctement accompagnée, que le suivi puisse être fait à fond et qu'on passe d'un plan très beau sur le papier à une réalisation efficace dans la pratique. Et enfin, dernier point, je pense que tous toutes les personnes qui sont ici connectées savent que le SEO est un sujet qui évolue en permanence. Et donc, pour cette raison, l'ensemble des consultants d'équipe disposent de 10% de leur temps pour se consacrer à la R&D, de sorte à ce qu'on puisse être bien au jour des évolutions de Google. On parlera d'ailleurs pendant ce webinaire des évolutions qui sont en train d'arriver liées à l'intégration de l'IA directement dans Google, ce qu'on appelle AI. Pour parler très rapidement de notre structure, on est une équipe de 15 consultants seniors qui ont tous un seul objectif, faire de nos clients chacun de nos futurs ambassadeurs. On se gargarise un petit peu des chiffres qu'on voit sur la droite de cet écran. Notre Net Promoter Score qui est de 94%, une croissance de trafic mesurée entre l'année passée et l'année d'avant, puisque le SEO, généralement, on mesure en year-on-year pour éviter les effets de saisonnalité, de plus 43,5%. Et puis, plus de 86% de nos clients qui reconduisent leur contrat chaque année depuis 2019, qui est l'année de création de l'agence. On a aujourd'hui 140 clients fidèles. On va donc parler de Shopify. C'est un sujet, c'est en tout cas un CMS sur lequel on travaille beaucoup, de plus en plus. C'est un CMS qui a énormément évolué ces dernières années. C'était à l'origine une solution qui était plutôt destinée à des tout petits e-commerce. Et puis, on le voit, c'est un des CMS qui, sur le marché, a le plus de traction, qui rencontre le plus d'engouement, notamment de la part des e-commerçants. Il y a plein de bonnes raisons à ça. Chez nous, on a un certain nombre de clients Shopify. On n'a pas mis toute la liste, évidemment, sur cette slide. On est très content de travailler notamment avec le Monde du Vin, avec OnGuard, avec Copilo ou avec Wanimo. Donc, comme vous voyez, des sites à la fois de distribution et puis des sites qui distribuent leurs produits en marque propre. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va parler de ce qu'est une refonte. Et on va parler évidemment des risques lors de ces refontes, parce qu'une refonte, d'un point de vue SEO, c'est quand même avant tout une phase de risque. Et donc, par rapport à ces différents risques, on va parler de méthodologie pour mitiguer les risques. On parlera également de planning type, on verra que c'est un point important. On fera toute une section dédiée aux spécificités du CMS Shopify. Également un certain nombre de recommandations pour correctement prévoir la refonte de son site aujourd'hui, puisqu'on est à l'heure de l'IA et des LLM. Et enfin, un certain nombre de tips et de retours d'expérience. Encore une fois, on essaiera de répondre aux questions qu'on recevra. On va pouvoir démarrer immédiatement. Je passe la main à Rémi. Eh bien, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, on va préciser en fait ce qu'est une refonte, parce que effectivement, souvent, ce terme agrège beaucoup de choses qui peuvent être différentes. Là, l'idée, c'est de l'aborder sous le prisme du SEO. Donc, qu'est-ce qu'une refonte sous le prisme du SEO? C'est finalement l'ajout de fonctionnalités. En premier lieu, pourquoi? Parce que finalement, on le sait, à chaque fois qu'on va ajouter peut-être une nouvelle fonctionnalité, des nouvelles typologies de pages au sein d'un site, à travers le maillage ou à travers peut-être des facettes ou des éléments, la structure du site, au regard d'un moteur de recherche, va être interprétée différemment. Et donc là, il est important qu'il y ait en tout cas une analyse et un suivi du SEO pour justement s'éviter, et on le verra, bien des drames. On peut aussi, dans le mot refonte, sous le prisme du SEO, le voir sous une amélioration, une modification du design, parce que bien souvent, effectivement, on a des prospects, même des clients qui viennent nous voir en disant finalement là, non mais vous inquiétez pas, c'est juste une petite refonte graphique, enfin on change juste quelques couleurs. Et en fait,
ça peut avoir par moment beaucoup d'impact sur votre trafic, sur votre SEO, sur la vision que va avoir le moteur sur votre site. Donc, il ne faut pas prendre à la légère, en tout cas, par moment, simplement un changement de design ou peut-être une amélioration de certains éléments, parce que ces éléments-là peuvent avoir un impact important sur l'interprétation de votre site vis-à-vis du moteur et du coup sur votre trafic SEO. Et après, ça c'est un petit peu la définition que tout le monde va avoir, c'est je veux passer d'un CMS à un autre CMS. Là-dessus, à peu près tous les métiers s'accordent à dire qu'on est sur une refonte. Et là, c'est sûr que, en tout cas, le SEO doit être mis au cœur du projet. Et c'est ce qu'on va voir parce que, effectivement, il va y avoir beaucoup de changements. Ces changements, c'est du risque pour Google. C'est, s'ils ne sont pas pris correctement, une perte de trafic. Et du coup, d'où l'intérêt de bien avoir en tête ces éléments-là pour agir au bon moment. Et le bon moment, c'est souvent avant de démarrer tout développement et en amont de la réflexion. C'est sûr, et c'est un projet qui est très souvent enthousiasmant, mais d'un point de vue strictement génération de trafic naturel, c'est un sujet qui doit être clairement anticipé, parce que le trafic naturel, c'est quand même généralement ce qui va permettre de rentabiliser le coût d'acquisition d'un site e-commerce. Et donc, optimiser ce point-là dès le départ en considérant au début du projet, ça reste une des clés importantes qui va permettre de correctement structurer le projet et de s'assurer qu'à la fin, au moment de la mise en prod, on n'ait pas une chute de trafic. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est en tout cas refonte au sens large, c'est un point assez clé et c'est un point qui peut être particulièrement douloureux d'un point de vue SEO si on n'intervient pas le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien partir du principe que dans l'algorithme de Google, l'ancienneté, la pérennité d'une URL et de son contenu, c'est un des facteurs clés sur sa bonne compréhension, sa bonne interprétation et du coup son positionnement. On le sait, quand on va intervenir sur peut-être une refonte graphique ou un passage vers un nouveau CMS, il y a des éléments structurels du site qui vont être probablement modifiés. Ce qui fait que le jour où on va passer et on va faire la bascule de l'ancienne version à la nouvelle version, si on n'y prend pas garde, on peut avoir des bouleversements qui, du point de vue moteur, vont probablement générer une perte de trafic et une perte de business, in fine, à la fin. Donc, le rôle, en tout cas du consultant SEO, des personnes qui vont vous accompagner sur ce sujet-là, il va être justement de contrôler, et on va le voir, un bon nombre de facteurs pour s'assurer que votre site, lors de la bascule, il soit totalement SEO-friendly et qu'il n'y ait pas de perte de positionnement de vos URL, pas de perte de réponse à des intentions par justement le fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être modifiés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, concrètement, le rôle du consultant, ça va être de travailler en amont sur ce projet-là pour assurer, même garantir le fait que lors de la bascule, le trafic SEO soit en tout cas maintenu. Et pour pouvoir finalement, après cette refonte, pouvoir se donner aussi les chances de performer. Mais le rôle de la refonte, ça va être surtout de la part du consultant de maintenir ce trafic, de le pérenniser et de le conserver. Il va aussi avoir un rôle d'accompagnement parce que lors d'un projet de refonte, il va y avoir tout un tas de changements et Google va probablement voir peut-être des fois des choses qui peuvent chambouler le site. Et là, ça va être d'être réactif sur là, il va falloir modifier et ajuster la stratégie par rapport à la nouvelle compréhension de votre nouveau site vis-à-vis du moteur de recherche. Donc, on parlait des risques. Là, on a un cas assez parlant. Donc, on est sur une courbe de trafic d'indice de visibilité de l'outil Systrix, un outil comme les SEMrush ou encore Alloscan, qui permet de voir quelque part votre visibilité dans les moteurs de recherche selon une base de données de plusieurs centaines de millions de mots-clés. Comme on peut le voir, là, l'exemple du site qui est
lors d'une refonte en 2020, voit son trafic divisé, voire même s'effondrer. Et probablement, ici, on a une refonte qui a été ratée où le SEO n'a pas été, en tout cas, pris sur un aspect suffisamment important, ce qui fait que aujourd'hui, ils repartent de zéro et on le voit encore, ils n'arrivent pas à retrouver les performances qu'ils ont eues dans le passé. On précise que ce n'est pas le site d'un de nos clients, on l'a choisi parce que cette courbe était évidemment extrêmement parlante. C'est loin d'être une exception. De ce qu'on peut noter, on a beaucoup de prospects qui sont venus nous voir après une refonte qui avait entraîné des chutes de trafic de ce type-là. Statistiquement, on sait que quasiment un cas sur deux, une refonte va entraîner une chute de trafic qui peut être aussi forte que celle qu'on peut voir à l'écran et surtout qui peut être extrêmement durable. C'est vraiment important d'anticiper ce point-là parce qu'encore une fois, le temps qu'on a peut-être l'impression de gagner en faisant une refonte dans laquelle on ne s'occupe pas tout de suite du SEO, c'est du temps qu'en fait on perd sur le temps long. On voit bien ici sur l'indice de visibilité Systrix que la chute de trafic elle date du 22 juin 2020 à peu près dans la capture d'écran. On est aujourd'hui le 3 juillet 2025 et donc on a évidemment une chute qui a été extrêmement durable et dont le site semble ne pas se remettre en termes de visibilité. Justement, et on parlait de ce risque-là, on vient de le voir à travers une courbe. Il y a effectivement, ce n'est pas le seul exemple, Bricoman est un cas d'école, mais il y en a d'autres. Et en fait, finalement, c'est quels sont les risques et ben, les risques, en tout cas les risques principaux, il y en a multiples, mais les principaux, c'est d'estimer que la partie SEO, on verra quelque part, souvent je l'entends, dans certains projets, mais la partie SEO, on verra à la fin, on va déjà faire le projet, construire le nouveau site ou faire la migration, et puis après, on appliquera des correctifs SEO. Et ça, c'est souvent la principale erreur, c'est en fait, c'est trop tard parce que le SEO va intervenir à la fin et probablement vous demander sur un bon nombre de choses de revenir en arrière et c'est contre-productif parce qu'il est préférable d'intervenir en amont pour qu'il y ait une collaboration entre la partie développement, la partie UX, UI et pour s'éviter à défaire des choses qui ont été faites et qu'il va falloir défaire parce que contre-performantes d'un point de vue SEO. La clé souvent, et c'est vraiment le facteur clé, c'est le planning. Et ça revient systématiquement, c'est oui, mais là, je veux mettre en ligne, là, maintenant, tout de suite, c'est pas grave, on verra. Et en fait, on le voit historiquement, c'est que les plannings étaient trop serrés. C'est important de faire des phases de recettes, que le SEO puisse parcourir votre site, puisse voir les changements et impacts qui se sont passés pour voir si ça correspond à la photo d'avant et à la photo d'après et si les choix qui ont été faits ont été respectés. Parce que bien souvent, on arrive à une phase où tout le monde est sous tension, il faut mettre en ligne absolument et quand on appuie sur le bouton, on n'a pas eu le temps de vérifier tous les aspects SEO et à la mise en ligne, vient la catastrophe. Ça, ce n'est pas un point qui est technique du tout et chacun d'entre vous derrière votre écran devez prendre ce point-là en compte dans l'organisation de vos futures refontes. Je suppose si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez probablement ce sujet-là derrière un coin de votre tête, peut-être d'ailleurs un projet en cours. La gestion du planning, coordonner le planning entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire à la fois entre les responsables des SEO, entre les développeurs, entre les responsables UX et évidemment entre toutes les équipes en interne chez le e-commerçant, va être un point clé de la réussite de ce projet-là. Donc, c'est vraiment un point qui doit être pris en réflexion dès le départ par vous-même et par vos équipes de structurer le planning et de prévoir des phases de test avec suffisamment de temps pour faire des tests et suffisamment de temps pour corriger ce qui sortira de ces tests. Parce que généralement, quand on teste des choses, on trouve des problèmes. C'est ça. Alors, sur les éléments encore et les risques principaux, le fameux plan de redirection, le fait de pointer les URL de l'ancien site vers les nouvelles, bien souvent, on a le cas parce que c'était complexe et chronophage.
il n'est pas bien ficelé et on a fait des choix un petit peu massifs sur on renvoie directement tout sur la home page, c'est pas grave. Là, c'est le cas encore un cas d'école, c'est que Google ne comprend plus les intentions de recherche puisque tout ne redirige pas vers les bonnes pages et le moteur finit par un petit peu perdre le fil conducteur et on voit des baisses de trafic. On parlait du planning, il y a le planning dans la globalité du projet, mais il y a aussi les phases de recette. Il ne faut pas les prendre à la légère et souvent ce qui arrive, en tout cas sur une recette, c'est du point de vue SEO, c'est que quand le SEO intervient, on va pouvoir penser « Ah, mais ce n'est pas grave, fais ta recette, toi SEO, et on va faire quelques développements. » En fait, non. On a besoin d'une photo qui soit stable pour pouvoir faire une analyse du site et donner un go ou no go. Il faut savoir que par moment, un simple lien, un ajout dans le menu, etc., peut être assez impactant et peut, lors de la mise en ligne, quelque part, générer de la perte de trafic. Et c'est beaucoup plus facile d'intervenir lors des phases de recette avant qu'on ait fait la bascule plutôt qu'après. Parce que le moteur va commencer à suivre des liens qu'on ne souhaite pas indexer, que ça va créer une espèce de déficit du temps de passage du moteur et encore une fois, une chute de trafic. Autre élément, le maillage interne, on n'a pas choisi où allaient les blocs. Les anciens blocs de l'ancien site n'ont pas été repris. Les principes de maillage de base, de catégorie, de fil d'Ariane n'a pas été respecté. Et là, pareil, le moteur n'arrive plus à analyser le site. Et encore une fois, en gros, on arrive à une perte de trafic lors de la bascule. Le changement de la structure aussi du texte, de la compréhension des gabarits de page. On parle souvent de la structure HN, les fameuses H1 pour le titre, H2 pour les sous-titres, etc., qui n'ont pas été repris telles qu'elles étaient dans l'ancien site. Et là, pareil, le moteur se perd. Et des pages gabarits qui n'ont pas été repris parce que quelque part, on a prévu un seul template, l'autre site en avait plus, et quelque part, le template ne répond pas forcément aux intentions. On a agrégé des pages et là, pareil, on n'est plus aussi pertinent qu'on ne l'était dans le passé et on arrive à une baisse de trafic. Il y en a encore plein d'autres, mais on voit déjà qu'ils sont nombreux. On voit que c'est un travail qui demande quand même beaucoup de précautions et de temps. Et la clé, elle est clairement là-dessus. Pour que les choses se passent bien, donc on parlait de planning et on a aussi une méthodologie qui est bien éprouvée, puisque en tout cas à l'agence, je n'ai pas le nombre de refontes, mais je pense que j'ai clairement, si on disait une bonne cinquantaine, on doit être dans ces ordres-là. Et comme on est sur des consultants seniors, ils avaient aussi historiquement déjà plus d'une refonte dans leurs actifs. Ce qui est important, c'est de suivre ces phases-là. Et on va revenir en détail un peu sur chacune par la suite, mais on commence déjà, et c'est là où c'est assez clé, c'est de réunir les parties prenantes, à la fois l'équipe développement, l'équipe marketing, l'équipe e-commerce, l'équipe UX/UI, pour que déjà les gens, parties prenantes, puissent déjà se connaître et interagir, parce qu'il va falloir interagir tout au long du projet avec ces différentes parties. En fait, souvent, le SEO va être quelque part un métier qui va devoir interagir à la fois avec les devs, à la fois avec l'UX/UI, à la fois avec le design, à la fois avec les équipes dans le site pour la partie business. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, il va devoir, on verra à travers un audit, faire un état des lieux de l'existant, le site actuel, d'où viennent les visiteurs, quels sont les principaux problèmes du site, pour déjà un petit peu les corriger pour le site existant. L'idée étant que quand on va faire la bascule, si on corrige déjà peut-être des fuites du moteur de recherche dans votre site, on va essayer de le recentrer un petit peu pour que lors de la bascule, il puisse bien suivre des redirections, par exemple. On va enfin définir et valider les éventuels changements, s'il y en a, sur l'arborescence, faire un cahier des charges techniques pour l'adresser aux équipes dev, créer les redirections, collecter les URL, collecter l'historique pour s'assurer que quand on basculera, en gros, on ait toujours autant de trafic d'une URL à une autre, autant de mots-clés positionnés d'une URL à une autre,
Et enfin, entrer dans une phase de recette pour donner un go ou no go en fonction de ce que votre consultant viendra. Et après, une fois que le go est fait, hop, il y a un suivi, un monitoring et peut-être un peu de temps aussi de développement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite erreur qui peut être corrigée parce qu'il y aura une petite inertie qui est possible et on pourra intervenir sur des éléments un peu plus légers. Là, on vous a dressé un planning type d'un projet de refonte avec en gros une timeline et on voit que cette timeline, il faut anticiper ces phases-là parce que si on va trop vite, globalement, souvent, c'est la catastrophe parce qu'on n'a plus le temps pour les phases de recette et prendre ce temps-là, il est assez clé. Donc, on le voit, 2 mois, on commence par un kick-off pour comprendre justement les objectifs et les éléments du kick-off. Ensuite, 2 mois après, on remet un audit avec justement les spécificités techniques, l'arborescence, pour voir comment vont démarrer les développements et comment votre consultant va devoir s'inscrire dans le projet. Et après, 1,5 mois, on fait l'audit de pré-production pour s'assurer que tout aille bien, le live, et après de la supervision. Et après, bien évidemment, on rentrera dans un nouveau travail qui est de l'amélioration et de la croissance sur des nouveaux objectifs. Alors, sans vouloir être lourd, et c'est le dernier moment où on passera à bien alerter sur le planning, vous voyez bien que prévoir 1 mois et demi de temps de recette avant la date attendue de Go Live, c'est ce qu'il faut prévoir pour avoir le temps de faire au moins 2 audits de la pré-production et mettre en place les correctifs. Et prévoir également du temps, notamment des équipes de développement et du SEO post-Go Live, parce qu'entre une pré-prod qui a été validée et ce qui part en production, pour plein de raisons, il peut y avoir des variantes, il peut y avoir des problématiques, et c'est important de vite corriger. Donc, d'où le fait que sur cette slide, on a mis l'attention sur vraiment ces 2 phases-là, prévoir du temps et prévoir des ressources, donc du temps disponible dans notamment les équipes, chez les équipes techniques notamment, avant cette phase de Go Live et après cette phase de Go Live, pour assurer que tout se passe bien et que les problèmes petits ou conséquents puissent être extrêmement rapidement corrigés. Voilà. Une fois qu'on aura passé ces 6 à 8 semaines post-Go Live, normalement, si le travail a bien été fait, le trafic du site devrait être revenu à l'état qu'il avait avant la mise en production et rentrer pour le coup dans une logique d'optimisation continue, parce que c'est pas parce qu'on a un site qui est clean, qui performe forcément partout, et donc le SEO étant en compétition, on va réattaquer cette compétition pour être sûr de gagner des positions et de prendre la tête de la compétition et de la garder. Là, on va détailler un petit peu les phases qu'on a vues rapidement en amont et on démarre sur le kick-off projet. Donc là, l'objectif, c'est de définir quels sont les objectifs liés à cette refonte. Effectivement, par moment, quand on fait une refonte, il y a une raison et la raison, elle peut être différente d'un prospect, d'un client à un autre, d'un site à un autre. On va avoir des clients qui nous disent, effectivement, moi aujourd'hui, je fais finalement le canal SEO, c'est très faible chez moi et je vois mes concurrents qui sont beaucoup plus performants. Aujourd'hui, capitaliser sur l'existant qui est faible, moi, je me projette plutôt dans demain et je veux aujourd'hui construire un site qui me permette d'être au moins ISO mes concurrents pour performer demain. Et finalement, l'historique là-dessus est moins important. Donc, le travail du SEO en fonction de cet objectif-là va être différent du client qui vient nous voir en disant et on a un client, par exemple, si je peux prendre le cas de SantéVet, qui est leader sur sa thématique, où lui, sa problématique, c'est de nous dire, voilà, je suis leader de ma thématique, mon objectif, c'est, et ça représente 90% de mon business, le SEO, donc je ne peux pas me tromper. Et du coup, l'objectif, ça va être de maintenir mon trafic SEO. Et là, évidemment, en fonction de cet objectif qui est différent du premier que je viens d'énoncer, là, le travail, en tout cas, le regard du consultant va être différent. On va se laisser moins de nouvelles fonctionnalités. On va plutôt être sur, OK, dans ce cas-là,
L'objectif, c'est de m'assurer qu'en gros, on soit sur une migration qui donne le même site à l'arrivée. Donc, l'objectif, la compréhension de l'objectif, elle est importante pour l'accompagnement après et pour les phases d'accompagnement après. C'est aussi le moment, justement, de s'accorder sur le planning et de le définir pour que votre consultant vous dise, là, il va me falloir 3 semaines de recettes et il faudra prévoir du temps de développement pour mettre en place les éléments de retour que j'aurai dans ma recette, avec peut-être 2, 3 itérations. Une fois qu'on a défini le kick-off, là, le rôle du consultant, ça va être de faire un audit du site existant. Pourquoi? Déjà, pour voir les forces et les faiblesses du site aujourd'hui, pour comprendre les problématiques, pour avoir une vision de ce que fait la concurrence, pour aller challenger les pages gabarit existantes. Est-ce que j'ai suffisamment de pages gabarit par rapport à mes concurrents pour me prétendre répondre aux ensembles d'intentions de recherche de mon marché? Et aussi, et je le disais tout à l'heure, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite du moteur de recherche. Pourquoi? Parce que, par exemple, si sur mon site actuel, j'ai beaucoup de pages en redirection ou de pages en erreur, lors de la migration, cette dette technique va être en tout cas un frein au bon passage vers le nouveau site. Donc, il est préférable de corriger en amont certains éléments du site actuel. Donc, cette audit, elle va être aussi très importante pour connaître votre site, connaître votre business. Elle est aussi un bon moment aussi pour faire connaissance avec les parties prenantes et justement qui vont rentrer dans un mode projet. Le relationnel est aussi important. Et la restitution de cette audit va permettre de mettre l'accent sur voilà ce que vous devez faire, voilà ce qu'il faudra faire et voilà comment on va fonctionner. Ensuite, dans ce process de refonte, on va livrer un cahier des charges qui va être spécifique par rapport à vos enjeux, aux fonctionnalités du site, votre thématique, et on va dresser une checklist qui va être quelque part un fil conducteur tout au long des phases recettes, pré-production, pour s'assurer que les éléments qu'on avait définis lors de l'audit soient mis en place et pour avoir ça, c'était au point lors de la pré-prod, ça, c'est au point lors de la deuxième phase. Et enfin, une fois qu'on aura fait la bascule, OK, est-ce que cet élément est toujours présent? L'idée est de s'assurer qu'il n'y ait pas de régression aussi. L'avantage aussi d'avoir une checklist dès le départ, c'est que directement les développeurs vont pouvoir s'auto-tester dans le process de développement et d'intégration du nouveau site, en ayant en tête clairement tous les sujets sur lesquels le site doit être compliant. C'est ça. Toujours sur l'audit, c'est de valider les maquettes qui ont été faites, en tout cas les wireframes, pour dire là, il vous manque un bloc de maillage, parce que si on n'a pas ce bloc de maillage, quelque part, Google ne va pas pouvoir suivre les pages, s'assurer que la structure HN est bonne, s'assurer que, en tout cas, le positionnement des différents éléments soit au bon endroit pour s'assurer qu'on soit compétitif dans le résultat dans lequel on veut se donner les chances d'apparaître. Collecter les données du site actuel pour, d'une part, voir les forces, les faiblesses, les top pages, les top intentions, les top mots-clés et commencer à s'assurer que quand on va construire le plan de redirection, ce soit sur les bonnes pages vers les nouvelles pages. Et aussi, pour le monitoring après, une fois qu'on aura fait la bascule, s'assurer que les anciennes URL aient toujours les mêmes positions. Donc, ça, c'est une des étapes assez importantes. Enfin, le recettage. Et là, bien évidemment, assez basique, mais ça arrive toujours, c'est l'espace de pré-prod, s'assurer qu'il ne soit pas indexable parce que on se retrouverait à une situation un peu catastrophique où il faut, à partir de là, désindexer les pages, éviter de duplication de contenu. Donc, je le rappelle toujours, mais c'est important. Oui, ça me fait penser justement ce sujet-là à une discussion que j'ai eue très récemment avec un prospect qui avait mis sa pré-prod sans correctement la bloquer à l'indexation. En l'occurrence, si ma mémoire est bonne, ils avaient mis en place un repos TXT, un fichier repos TXT demandant à Google de ne pas indexer la pré-prod. En l'occurrence, Google n'a pas tenu compte de cette recommandation et donc la pré-prod a été indexée.
La problématique qui s'en est suivie, c'est que du point de vue de Google, il y avait énormément de contenu qui était évidemment dupliqué entre la pré-prod qui était en ligne et qui commence à être indexé et le site précédent également encore en ligne. Donc, bloquer l'indexation à la pré-prod, ça veut dire mettre en place un certain nombre de sécurités, idéalement notamment de mettre en place des process de login et de mot de passe, parce qu'en l'occurrence, on sait que Google ne peut pas accéder, ne peut pas rentrer de login et de mot de passe, évidemment. C'est ça. Et souvent, il vaut mieux mettre 2 sécurités en place. Comme ça, si l'une tombe, on a toujours l'autre. C'est fait partie des bonnes pratiques et qui nous évite bien du travail supplémentaire, sachant qu'on est dans une phase où tout le monde va être un peu tendu, stressé. Et c'est justement via le planning et via le fait qu'on va mettre en place des doubles sécurités qu'on va s'éviter ce stress et du travail en plus qu'il y aurait besoin de faire. Une fois que la partie, en tout cas, pré-prod, est sécurisée, ce qui va aussi va falloir vérifier en amont, c'est que, en tout cas, tous les outils dont va se servir le consultant, notamment des outils de crawl qui permettent de parcourir le site, tel que le fait un moteur de recherche, puissent avoir confortablement accès à ces espaces de pré-prod. Et on verra tout à l'heure pour Shopify qu'il y a une spécificité à prendre en compte. Il y en a même 2, pour pas qu'au dernier moment, quand il va falloir auditer la pré-prod, on se dise « Ah, en fait, l'outil, il passe pas ». Donc, ça, c'est des choses à bien avoir en tête. Et enfin, une fois que toute cette partie est faite, le consultant va donc faire son travail de recette, proposer une réunion et en tout cas, s'assurer que tout est OK ou alors tout n'est pas OK et vous dire tel point, il faudrait le corriger avant la mise en prod, tel point, ça peut attendre, mais il faudra 2-3 semaines lors de la phase de production. Celui-là, il n'est pas très important, on verra plus tard. L'idée, c'est aussi de prioriser parce que on est très conscient aussi que tout ne peut pas être fait. Mais en fonction, encore une fois, des enjeux, il faut aussi que le consultant, et là, des fois, il va avoir le mauvais rôle de vous dire, pour votre bien, pour vos enjeux business, dire, écoutez, là, non, on ne met pas en ligne parce qu'il y a trop de risques de perte de positionnement et du coup de business pour vous. Bien entendu, nous, notre rôle étant celui d'une agence de conseil, évidemment, on ne pourra jamais empêcher la mise en production et ce n'est pas le but du jeu. Simplement, l'enjeu qu'il faut bien avoir en tête, et je sais que parmi les gens connectés, il n'y a pas que des dirigeants, il y a aussi des gens qui vont être responsables web marketing et de bien faire prendre conscience aux dirigeants chez vous, et si vous l'êtes vous-même, d'en prendre conscience immédiatement, qu'une chute de trafic SEO, malheureusement, c'est souvent durable. C'est souvent long à corriger. Et ce n'est pas toujours le cas. On a vu tout à l'heure le screenshot Systrix de l'exemple de Bricoman. Et évidemment, cette présentation n'est pas du tout là pour les accabler, mais simplement pour citer un exemple parmi tant d'autres. Une chute de trafic SEO suite à une refonte mal gérée, ça peut être durable. Et ça va demander, in fine, plus d'investissement à tout point de vue, parce que compenser une chute de trafic SEO, ça veut dire évidemment corriger les choses, et donc au final, les investissements de développement, de correction qui n'auront pas été faits au départ, il faudra les faire après. Mais pendant ce temps-là, il va falloir éventuellement compenser la baisse de trafic SEO par l'achat de trafic sur d'autres canaux, du Google Ads, les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, c'est in fine extrêmement coûteux et extrêmement impactant pour la rentabilité de votre site e-commerce. C'est ça. On va partir du principe qu'on a, ça y est, on a donné, enfin tous les éléments sont au vert et là, le consultant va donner son go. Et le travail n'est pas fini. C'est justement là qu'il va devoir se mettre en gros en phase de monitoring pour s'assurer que, en tout cas, le plan est bien appliqué, que en gros les requêtes, les mots-clés, le positionnement, les intentions restent en place. Il faut être vigilant et contrôler que l'indexation via à la fois le crawler, via la Search Console, contrôler que tout se passe bien, surveiller en tout cas la performance et aussi au-delà des KPI SEO, quand je parle de performance,
c'est aussi en termes de business, que soyez un acteur de lead ou un e-commerçant qui cherche de la transaction, s'assurer que les choses s'opèrent toujours aussi bien qu'elles s'opéraient avant la migration. Et là, c'est important parce que c'est une phase où tout le monde est un peu inquiet. Il faut communiquer, dire là, écoutez, on commence à avoir des choses importantes et le faire de manière régulière. J+1, +3, +7, +15 pour s'assurer que si jamais il y a un petit élément qui commence à être moins bien, être tout de suite en disposition pour appliquer un correctif pour remettre d'aplomb les choses qui n'iraient pas. Tout en rappelant tout ça, que pourquoi est-ce qu'on constate post-mise en production qu'il peut y avoir des choses à corriger? D'abord parce qu'entre une plateforme de pré-prod et une plateforme de prod, il peut y avoir des différences techniques et qu'elles peuvent avoir un impact. Et d'autre part parce que le SEO, ce n'est pas une science exacte. C'est une science qui... c'est se confronter aux algorithmes de Google qui sont de plus en plus spécifiques site par site. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais il faut avoir en tête que les algorithmes de Google utilisent de l'IA depuis extrêmement longtemps. Et donc, les choses qu'ils attendent sur un site aujourd'hui peuvent être potentiellement un peu différentes de ce qu'ils attendront sur un site demain. Et donc, quand ces choses sont concordantes, où on a changé structurellement le site sur un certain nombre d'aspects, et que Google, en plus, a revu en même temps ses propres façons d'analyser les choses, c'est pour ça qu'on va aussi pouvoir observer parfois des différences et qu'il faudra les corriger post-mise en prod. Exactement. Une fois que donc on est dans la phase de monitoring, une fois que le gros est passé, j'ai envie de dire, ça va être intéressant après la mise en production de refaire un audit technique pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on puisse aussi rassurer le client en lui montrant le KPI avant-après pour lui montrer aussi les améliorations qui ont été apportées. On va à nouveau relancer dans une dynamique de stratégie éditoriale, de focus et d'amélioration des pages stratégiques. L'idée étant, c'est que là, on a pérennisé le trafic. Je sais pas, je prends un exemple assez bête et méchant. Je suis toujours en 3e position. Là, on va chercher à aller la première et mettre en plan le bon plan d'action sur d'autres sujets. On va quelque part juste contrôler la technique, appliquer des petits correctifs et progresser sur les autres leviers, édito, autorité, pour performer mieux qu'on ne l'était avant cette phase de migration qui est à présent passée. On en vient justement à l'objet même de la partie d'aujourd'hui qui est clairement axée sur CMS Shopify, qui est de plus en plus utilisé, et quelques spécificités propres à ce CMS. Notamment la notion de pré-prod. Et là, attention, Shopify est un petit peu différent des solutions, en tout cas qu'on héberge soi-même, et demande de s'assurer qu'on ait une pré-prod crawlable, parce que c'est un élément crawlable par un outil, en tout cas dédié au contrôle et analyse du SEO. Et là-dessus, Shopify est un petit peu contraignant. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, si on applique la pré-prod basique que nous propose Shopify, elle ne se fait qu'à travers une authentification via un login mot de passe, un petit peu comme un humain. Or, il y a un bon nombre d'outils qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de faire ça, c'est-à-dire d'accepter un cookie. C'est la première spécificité. L'autre spécificité, dans le cas où vous êtes déployé un espace de pré-production via, par exemple, préprod. Le nom de votre site, l'extension. Aujourd'hui, Shopify est hébergé souvent avec Cloudflare et on a de plus en plus de problématiques avec en fait Cloudflare qui devient vigilant sur le volume de hits, de pages qui sont interrogées. On a bien souvent des crawls qui vont informer qu'il y a trop de connexions et vont se mettre en erreur, qui ne nous permettront donc pas d'avoir la photo du site actuel. Et là, pareil, il y a des petits réglages qui permettent en tout cas d'améliorer et de s'éviter ces erreurs-là. Il faut savoir aussi, toujours sur Shopify, que c'est un produit, donc une solution CMS, SaaS, qui est très normé, c'est sa force. Le fait d'être très normé va éviter quelque part les points noirs que peuvent avoir d'autres CMS, via un historique, une dette technique.
Et on a, pour pallier à cette norme, la possibilité d'ajouter des apps pour, quelque part, un petit peu améliorer les fonctionnalités basiques de la solution. Le problème, c'est que, en fait, plus on va ajouter des apps, plus on va faire du spécifique sur cette solution, plus quelque part, on va aussi, sur l'avenir, se créer des contraintes. Et du coup, c'est clé, en tout cas chez Shopify, de prévoir des ateliers en amont du projet entre les développeurs et les SEO et les autres parties d'ailleurs, pour se dire, est-ce que là, on va ajouter une app ou on va faire un développement spécifique? Est-ce que c'est obligatoire pour répondre aux enjeux du SEO? Ou est-ce que le SEO a une solution qui permet de contourner ça sans avoir à développer du spécifique? Pourquoi? Parce qu'on sait que développer du spécifique sur Shopify, ça va être plus de contraintes de maintenance et on va retourner dans les travers d'un CMS classique hébergé sur ses propres serveurs. Donc, un rôle là-dessus important à valider que les apps et les devs spécifiques soient validés côté SEO et côté développeur. Ouais, toujours dans une logique de réflexion de rentabilité, court et moyen terme. C'est toujours, c'est très souvent plus rapide et moins cher d'utiliser une app pour pallier à tel ou tel point. Mais la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est maintenable dans le temps? Quel va être le coût de maintenance de tout ça à chaque montée en version, à chaque modification du site? Est-ce que je vais pouvoir garder tout ça tel quel? Et c'est là où, effectivement, intelligemment, les différentes parties prenantes, dont le SEO, mais pas que, doivent se poser pour avoir cette réflexion-là de rapport de rentabilité, finalement, sur la durée. Autre élément spécifique à Shopify, c'est, on le voit souvent, certains thèmes, parce que généralement, on va partir, pour des raisons de coût, on va partir d'un thème existant. Et dans les thèmes existants qui sont aujourd'hui propulsés sur Shopify, il y a un certain nombre de thèmes qui sont très lourds en termes de temps de chargement. On sait que c'est un des critères qui va faciliter en tout cas la compréhension de votre site et du coup son positionnement et son côté concurrentiel. Et là-dessus, d'avoir en tête un petit peu ces enjeux-là, c'est de choisir le bon thème en amont en collaboration avec l'UX, UI et les développeurs. Là, je vous en ai donné deux qui fonctionnent pas trop mal. Il y a le thème Eurus et le thème Empire. L'idée étant aussi de vous dire, celui-ci, il faut éviter de l'éviter parce que de base, il intègre beaucoup de composants qui font que vous allez avoir un temps de chargement et des corporate vitals avec une note mauvaise. Et donc, vous n'allez pas vous donner les chances lors de cette refonte d'avoir en tout cas le bon outil, la bonne voiture pour quelque part gagner la course des résultats de recherche, la pole position. Visiblement, on a une question. Est-ce que c'est des thèmes que tu préconises ou des thèmes que tu déconseilles? Non, ceci, c'est vraiment les thèmes qui sont en tout cas qui sont bien conçus pour pouvoir, en base, pour pouvoir performer dans les résultats de recherche. Okay. Par contre, il y en a certains qui sont à déconseiller parce que très lourds. Autre élément. En ligne, on ne fera pas de mauvaise publicité à ces thèmes-là, mais pour ceux qui veulent en discuter. Puis, on est évidemment là pour ça en off et on pourra en discuter directement, sachant qu'il y a très rarement des choses qui sont mauvaises en tant que telles. C'est souvent une question de contexte. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse rentrer dans le détail plutôt sur ces sujets-là directement pour vous. Autre élément à prendre en compte, toujours, si vous faites une refonte vers le CMS Shopify, c'est que la structure d'URL proposée par Shopify est très normée. C'est-à-dire qu'il va être difficile de faire du sur-mesure et du coup, le plan de redirection va être systématiquement obligatoire. Et dans ce plan de redirection, il va falloir, on l'a dit avant, être très minutieux, s'éviter un petit peu toutes ces pages, je vais les envoyer vers celle-ci. L'idée est vraiment de faire du page à page pour en tout cas garantir une bonne stabilité de votre trafic. Et là-dessus, il va falloir avoir peut-être des éléments qui vont permettre de faire des rapprochements entre votre ancien CMS, votre ancienne solution, avec la nouvelle, notamment typiquement voir en termes de page produit, est-ce que
le SKU du produit de l'ancien site match avec le SKU du nouveau pour s'assurer que les URL correspondent. Autre élément spécifique encore sur Shopify, c'est que la gestion de ce qu'on appelle les tags, les pages collections et les pages variants crée de la duplication par défaut. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement, Shopify propose un élément, la balise canonique, qui permet de dire que cette page A est la même que la page B, mais on sait que Google, par moment, prend certaines libertés et vous allez retrouver avec un site qui va avoir probablement de la duplication d'une part. D'autre part, pour les personnes qui connaissent la notion de budget crawl, à savoir le temps quelque part que vous attendez Google, ce temps-là, c'est quelque part votre budget, votre temps de passage qui l'alloue à votre site. Si vous le faites passer sur des pages qui sont sur lesquelles on dit non, c'est pas la bonne page, la page qui fait référence c'est celle-ci, c'est contre-productif. Et du coup, là aussi, par défaut, il y a beaucoup de ces éléments qui sont proposés dans cette solution sur lesquels on va pouvoir faire du spécifique, mais encore une fois, il va falloir faire des choix, d'où l'intérêt de la collaboration entre les différents acteurs de la migration pour se dire, est-ce qu'on fait par exemple de l'obfuscation ou est-ce qu'on reste sur des standards de Shopify pour s'éviter peut-être du temps de développement sur des prochains développements plus longs que des temps de développement basiques. Toujours sur Shopify, attention, le sitemap par défaut XML qui est autogénéré, on n'a pas forcément la main dessus. Et là encore, il va falloir valider en amont avec les développeurs comment les pages vont être construites pour éviter de mettre des pages dans le sitemap qui seraient qui ne seraient pas demandées à l'indexation. Autre point, toujours sur Shopify, la notion de hreflang. Donc, si vous avez un site multilangue, c'est cette petite balise qui permet de dire la version française de cette page en espagnol est présente sur cette URL et inversement. Là, encore une fois, il va falloir trouver par moment, là, Shopify va être quelque part pas la bonne solution parce que si vous voulez faire du spécifique, par exemple, cette page, elle existe en français mais pas en Espagne. Et du coup, il faut renvoyer, faut indiquer dans la balise hreflang que c'est cette page qui fait foi la place. Là, ça va être très compliqué. Et donc, il va falloir aussi peut-être voir dans quelle mesure on travaille avec Shopify. C'est vraiment une question de volume de variation de catalogue. On a des clients avec des catalogues qui ne sont pas stricto sensu identiques d'un pays à un autre et pour lesquels la solution Shopify reste tout à fait pertinente. Si en revanche, on a une variation de, je dis n'importe quoi, mais de 50% du catalogue entre mon catalogue français et mon catalogue espagnol, probablement qu'on ira conseiller une autre plateforme CMS que Shopify dans ce cadre-là aujourd'hui. Je précise juste peut-être une chose qui est importante. Shopify, c'est aujourd'hui l'un des CMS, en tout cas, qui progresse le plus vite. C'est une des sociétés qui a les plus grosses équipes de développement sur cette plateforme-là. Donc, les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, en 2025, seront peut-être résolues pour partie ou pour totalité, j'en sais rien. On n'est pas dans le secret des dieux de chez eux à chaque instant. Dans les mois qui viennent. Voilà. Mais en tout cas, c'est les points d'attention auxquels il faut réfléchir avant de choisir le CMS cible. Et notamment celui-ci, on sait que les solutions de contournement ne sont pas géniales. Effectivement, il y a de grosses évolutions qui sont faites sur la solution et on le voit, nous à l'agence, au fil des mois, au fil des années, il y a des éléments qui étaient infaisables sur Shopify qui aujourd'hui sont devenus assez classiques. Notamment, je fais référence au robot.txt qui, au début de la solution, n'était pas configurable. Aujourd'hui, Shopify a bien compris que c'est un nécessaire et du coup a rendu cette possibilité-là. Il y a plein d'autres fonctions qui sont faisables. Aujourd'hui, on le voit, ça ne fait que s'améliorer, mais là, je parle vraiment des contraintes à date, elles seront peut-être levées dans le futur. Justement, dans les contraintes, c'est peut-être que sur la partie, si vous avez une partie blog, partie édito,
et que vous partez sur du Shopify, parce que vous avez votre brique e-commerce, peut-être que là, si les enjeux édito sont très importants, il va falloir dans quelle mesure Shopify soit une solution qui réponde à ça, selon le prisme SEO, encore une fois, pour s'assurer qu'on valide qu'avec les développeurs, parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas développeurs, on n'a pas de notion, mais le développeur va pouvoir nous dire ce qui est faisable et pas faisable, et si c'est faisable, quelles sont les limites pour qu'on prenne justement, qu'on fasse ensemble, d'où l'intérêt encore une fois de la collaboration, qu'on fasse ensemble le bon choix. On finit toujours sur les spécificités de Shopify. Il y en a encore deux, c'est la partie log. La partie log, aujourd'hui, Shopify étant un CMS qui est auto-hébergé avec des appels API, où on n'a pas, en tout cas, son propre serveur. L'accès au log est complexe, même s'il y a des petites applications qui permettent de le faire. On n'a pas autant de détails qu'on l'a dans une solution dite classique. Et là, si vous êtes sur un site où, en tout cas, l'intérêt des logs est crucial pour votre fonte ou même pour le suivi, peut-être que là, il va falloir trouver d'autres éléments que Shopify. Mais encore une fois, il y a des apps qui viennent quelque part pallier à certaines problématiques. Et enfin, la partie arborescence. Si vous avez un e-commerce avec une navigation à facettes et que vous voulez faire de ce qu'on appelle un petit peu le search dressing, c'est-à-dire transformer votre facette en page indexable, aujourd'hui, il y a peu de solutions dans Shopify qui permettent de le faire. Et là, il va falloir anticiper au mieux, et d'où le travail d'audit sémantique qui va être fait en amont pour s'assurer qu'on puisse déjà entrevoir ce à quoi pourrait ressembler le site demain, une fois qu'on aura eu toutes les catégories et toutes les pages produits pour conquérir quelque part notre marché, même si on n'avait pas les produits lors de la migration. D'où l'intérêt d'anticiper ça, parce qu'il y a quelques limites, encore une fois. Là, on vient de finir la partie spécificité à Shopify, comme on est sur l'ère de l'IA et que les choses s'accélèrent, et notamment pour faire suite au webinaire qu'on a fait il y a quelques temps, spécifique sur AI Overview. On voit qu'il y a certains éléments qui doivent être anticipés aujourd'hui quand on va faire une refonte, notamment les données structurées. On le sait, c'est des éléments qui sont de plus en plus pris en compte par les LLM, qu'on a tendance, en tout cas, à se contenter de faire le strict nécessaire pour avoir les petites paillettes dans Google. J'entends par là les petites étoiles, les petits avis. Là, la refonte est aussi le bon moment pour se dire, la documentation schema.org, qui est un petit peu l'autorité qui donne justement toutes les données structurées, tous ces micro-formats, dans sa doc, a des tonnes de petites balises qui permettent, pour chaque secteur, qui permettent d'en donner un plus. Et c'est le moment là, typiquement, dans une refonte, où on va pouvoir peut-être aller plus loin pour se donner les chances demain d'être mieux interprété par ces moteurs d'IA. Bien évidemment, dans la proposition des nouveaux gabarits de page, bien penser au multiformat, on le voit que c'est une force. L'IA, par moment, en fonction de la typologie d'intention, va vouloir plutôt de la vidéo, de l'image ou de l'infographie. Donc, déjà, de l'avoir en tête dans ces gabarits de page, ça va être un plus demain avec l'arrivée de l'IA. Évidemment, réorienter vos contenus, ça peut être aussi le moment pour réorienter vos contenus un petit peu dans l'idée d'un conversationnel, puisqu'on le sait, l'internaute, via ces modèles-là, est de plus en plus à même de rentrer dans une phase de discussion avec le device qu'il va utiliser. Donc, bien avoir en tête, je vais parler à un moteur et du coup, peut-être, ça demande une logique, enfin pas peut-être, c'est sûr, ça demande une logique de bien transformer ces contenus pour être plutôt dans une logique de conversation. Et la clé, et on le sait sur l'IA encore, c'est le fameux EAT que décrit Google, l'expertise, l'autorité, le trust, l'expérience. C'est d'améliorer votre singularité, d'améliorer notamment la présence de vous êtes le spécialiste, il y a des professionnels chez vous, des personnes compétentes, des auteurs dans vos contenus qui connaissent de quoi ils parlent. Ça va être des éléments très, très importants à mettre en place lors de votre migration. Il y a, sur le sujet de l'IA, beaucoup d'autres choses. Ce n'était pas spécifiquement le sujet de ce webinaire.
Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, je vous invite encore une fois soit à nous contacter directement ou encore éventuellement à vous référer à un webinaire qu'on a fait il y a une quinzaine de jours spécifiquement dédié au sujet de l'IA. Et donc avec plus de détails que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Là, on vous montre en tout cas un site qui a été refait, le site de Wopilo sur un Shopify, où on voit en tout cas ici qu'à partir de la refonte, le trafic s'envole et on a une bonne performance parce que les timings et le process a été respecté. On a aussi d'autres cas sur d'autres solutions, notamment Santé Vet, leader de l'assurance santé chez les animaux, qui, comme je le disais tout à l'heure, est venu nous voir pour gérer sa migration et sur lequel, en tout cas, on est même arrivé à avoir de la performance alors qu'il était déjà leader de sa thématique. Donc pareil, parce que on a été vigilant, on a été parfois un petit peu très exigeant, mais c'était aussi pour le bien du business de notre client parce que, encore une fois, on était dans un cas où 90% de son business était sur le SEO et c'était notre devoir en tant que notre devoir de conseil de dire voilà comment vont se faire les choses et on va être particulièrement vigilant et exigeant pour que votre trafic et votre business soient totalement stables. Et le cas, la récompense, c'est qu'on arrive même dans le cas présent, à faire mieux. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir suivis. Olivier, je te laisse un petit peu finir et nous dire ce mot de la fin. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura donné un certain nombre de tips intéressants. C'était en tout cas la vocation de cette réunion d'aujourd'hui, de ce webinaire aujourd'hui. On arrive en cours d'été, donc on ne va pas continuer à faire trop de webinaires pendant le mois de juillet et le début du mois d'août. En revanche, on voulait évidemment proposer à chacun de nous rejoindre au prochain webinaire qu'on organise le 28 août prochain, où j'aurai encore une fois le plaisir d'être accompagné de Rémi. Enfin, si je suis plus précis, d'accompagner moi-même Rémi, puisque comme vous l'avez vu, l'expert le plus détaillé, c'est également lui. Donc, le 28 août prochain, un webinaire consacré au fait d'être visible sur les LLM, qui est évidemment une question qu'énormément de gens parmi vous et parmi vos équipes se posent. Et donc, un webinaire qui se voudra concret, pratique, sur ce sujet qui est un sujet récent, mais qui a de plus en plus d'importance. Donc, merci à tous. Et puis, pour toutes les questions spécifiques, j'en ai vu quelques-unes remonter dans le chat qui concernent directement vos projets. Comme il s'agit plutôt de questions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit via notre site, fogglove-partner.com, soit sur mon LinkedIn, Olivier Job, soit directement sur mon adresse mail, olivier@fogglove-partner.com. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous.